Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. À l'approche de l'investiture de Denis Sassou Nguesso, prévue le 16 avril 2026, le climat politique congolais demeure tendu. Réélu à l'issue d'un scrutin contesté, le chef de l'État prolonge un pouvoir exercé depuis plus de 3 décennies. L'opposition et une partie de la diaspora dénoncent des irrégularités, appellent au boycott de la cérémonie, estimant une victoire illégitime. Dans un contexte où l'expression politique est souvent contrainte à l'intérieur du pays, les voix dissidentes s'expriment de plus en plus depuis l'étranger. Cette interview donne la parole à l'un de ses opposants de la diaspora, un fils du Congo-Brazzaville, résident en France, bien évidemment, et qui reste attaché à son pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Celui-ci n'est autre que M. Eli Moussampa, que je vais donc vous présenter, ou du moins, je vais lui laisser se présenter à vous. Monsieur Eli Moussampa, vous avez ici l'occasion de vous exprimer et de vous adresser au peuple congolais. Droit dans les yeux, nous allons avoir un échange ici, sans langue de bois, sur les questions d'actualité, en tout cas sur la question d'actualité pressante du Congo-Brazzaville. En l'occurrence, la prestation de serment de M. Denis Sassou Nguesso qui est prévue le 16 avril 2026 au stade de Kintélé. M. Eli Moussampa, avant donc que nous nous lancions dans cet exercice de questions-réponses, est-ce que vous voulez bien vous présenter à vos compatriotes, pas seulement à vos compatriotes, mais au monde entier qui nous regarde? Qui êtes-vous? Merci pour ce moment que nous considérons précieux, parce que chaque fois quand on est en face de notre peuple, on s'est dit honoré, parce que nous avons beaucoup à dire. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, que je félicite. Et je voudrais me présenter en ce nom. Je suis de la société civile. On peut me mettre plusieurs étiquettes, mais tout compte fait, ce qui compte pour nous, c'est ce que nous portons en nous, c'est-à-dire le Congo. Nous portons cette marque-là et nous voulons soutenir au plus point nommé ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire le pays, le Congo. Alors, Monsieur Eli Moussampa, donc, d'entrée de jeu, je vais vous poser une première question. Elle va porter, non pas sur l'investiture, mais repartons un peu sur les deux dates, la date du 12 mars et du 15 mars 2026. Donc, il y a quelques semaines en arrière. C'était donc les dates qui étaient prévues pour l'élection présidentielle. La diaspora, ainsi que la société civile, les partis d'opposition à Brazzaville, ont contesté cette élection, disant que les conditions n'étaient pas réunies pour y aller. Une partie de l'opposition s'est entêtée et est donc partie à cette élection. Ces candidats de l'opposition, ils étaient au nombre de 6. Ils ont été battus à plat de couture par M. Denis Sassou Nguesso. C'est ce que, justement, le gouvernement, en tout cas, le gouvernement du Congo-Brazzaville, par la voix du ministre de l'Intérieur, qui avait prononcé les résultats, et ces résultats ont été favorables à M. Denis Sassou Nguesso. Ils ont estimé qu'il a gagné à 95, quasiment 95%, voilà, parce que le score est de 94,90%. Quel score! Dans un pays normal, dans un pays dit démocratique, eh bien, ce type de résultat aurait fait sauter, fait bondir même le diable, même Satan. Dans ce pays-là, c'est passé comme une lettre à la poste, semble-t-il. Bon, à constater, à regarder,
c'est passé un peu comme une lettre à la poste, car aujourd'hui nous sommes, à la date où nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 14 avril, eh bien tout se passe comme si les choses se sont déroulées de la manière des façons. Bien sûr que oui, nous n'avons pas oublié que nous sommes en dictature. Que voulez-vous dans cette situation-là, dans ces conditions-là? Que voulez-vous que le peuple fasse? Le peuple ne fait que subir. Alors, partant de ce résultat que vous-même avez contesté, que vous n'êtes pas prêt d'accepter, comment est-ce que vous analysez l'élection présidentielle de mars, du 12 au 15 mars? Comment est-ce que vous analysez, en tout cas, l'élection présidentielle, l'organisation, son effectivité, les résultats? Voilà. Quelle est votre analyse? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces dates, pour nous, quand bien même historiques, étaient l'accord, disons, du peuple congolais. Ils sont restés unis pour bien défaire la magouille de Sassou Nguesso, c'est-à-dire ces élections qui n'ont pas été un événement pour le peuple congolais, ce qui expliquait que le pont que nous avons réussi entre le peuple et la diaspora, c'est-à-dire le peuple qui n'a pas porté ces élections, était aux abonnés absents, c'est-à-dire rien de nouveau sous le soleil, comme je le dis. Donc cet événement-là est plutôt marqué par la victoire du peuple qui a dit un grand non. Parce que, figurez-vous, Sassou Nguesso et son système, ils utilisent depuis toujours les mêmes méthodes. C'est-à-dire, ils organisent les élections, mais c'est des vrais faux des élections. Ils préparent dans un petit coin les résultats déjà qui viendront proclamer à la suite, parce que c'est le même dispositif qu'il a maintenu, qui vient dire les résultats, et c'est les mêmes méthodes, comme quoi que il n'y aura pas, disons, de fichier électoral modifié, combien même il y a eu des morts, ils ont beaucoup assassiné les Congolais, mais jamais, ça ne vient pas modifier leur conscience. Mais les Congolais, en tout cas, pour ce que nous avons comme analyse, les Congolais nous ont beaucoup compris quand on a dit lancer le « restez chez vous ». Ils sont restés chez eux. Et les bureaux de vote étaient vides, parce que, pour une fois, les bureaux de vote étaient ouverts à 8 h, jusqu'à 18 h. 16 h, il n'y avait même pas d'engouement. Et ce qui explique d'ailleurs qu'ils ont coupé Internet en ce moment-là. Voilà, ce que nous allons retenir de ces élections, c'est la victoire du non. Le non, parce que le peuple congolais, avec tout ce qu'il endure par ce système-là, ce peuple-là n'est pas dupe. Et les gens, entre des années précédentes et maintenant, nous avons vu que c'est le même refrain. On coupe Internet, on bourre les urnes, on dit circuler, il n'y a rien à voir, on lui donne la majorité au plus long. Donc, le score qu'il a donné là, mais nulle part au monde on a... Vous croyez que dans un pays où on ne paye jamais l'électricité, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau, où les gens n'arrivent même pas à assumer les fins du mois, où les gens ne peuvent pas se soigner dignement, vous croyez qu'ils vont aller applaudir Sassou Nguesso, aller mettre les urnes en faveur de Sassou Nguesso? Ces élections-là, pour nous, voilà pourquoi nous venons ici même pour redire merci à ce peuple qui est en train de subir, mais même en subissant, ils sont restés dignes. Par contre, il y a des éléments qui reviennent à nous, que ce pouvoir-là est agonissant, parce que le peuple ne suit plus. Le peuple ne peut plus voir ce monsieur briguer un autre mandat, parce qu'il en a assez fait. 42 ans, si on ne peut pas abreuver son peuple, si on ne peut pas donner à manger, si on ne peut pas, envoyer les gens à l'école, c'est horrible.
Alors, je comprends bien là. Donc, vous êtes en train là d'ouvrir, vous avez ouvert là, justement, le registre des irrégularités qui ont été constatées sur le terrain en prélude de cette élection. Et donc, la question que je voudrais vous poser aussi, c'est celle-ci. C'est vrai, un mot d'ordre a été lancé à la population pour qu'elle ne se rende pas aux urnes. Et la majorité des Congolais ont, comment dirais-je, respecté, reçu la consigne et l'ont mis en pratique. Sauf que il y a une partie des Congolais qui sont allés voter. Nous ne reviendrons pas sur les conditions, ou du moins les modalités de leur adhésion à cette élection. Mais ce qui nous préoccupe de plus, c'est que ce qui devrait préoccuper beaucoup, n'est-ce pas, les opposants, les résistants, les politiques et même d'ailleurs tout Congolais lambda, c'est la participation de ces 6 candidats de l'opposition. Est-ce que vous pensez que leur participation à cette élection peut être considérée comme étant une trahison? Voilà. Est-ce que vous considérez que ces gens-là, ces six candidats, ont trahi le peuple congolais? Dans la mesure où on connaît ce qui se passe au Congo, et avec les manières de Sassou Nguesso, oui, justement, aller aux élections dans ces conditions-là, c'est une trahison. Parce que le peuple, quand il s'exprime, il ne va pas dans le sens d'aller adouber ces candidats-là. Combien même le pouvoir de Sassou Nguesso est moribond, mais ces gens-là, ils étaient, franchement, ils n'ont créé aucun engouement. Donc pour nous, nous pensons que lorsque nous connaissons matière à faire là-bas, ce qui se passe, dans quelles conditions ce peuple est en train de se faire voler la vedette, Sassou Nguesso, nous savons très bien que c'est un dictateur. Donc les élections, pour lui, c'est une formalité. Donc, pour ceux qui veulent sauver ce pays-là, avec ce que nous connaissons, poser le bon diagnostic, c'est pas aller aux élections. Et ils le savent. Ils sont partis aux élections. Pour nous, non, nous considérons justement ça, c'est une haute trahison, c'est une trahison. Donc le peuple ne s'est pas fait représenter, le peuple ne s'est pas retrouvé dans ces élections-là. Voilà pourquoi vous avez vu, il y a eu 94 d'abstention, c'est énorme. 94% d'abstention. C'est du jamais vu. Exactement. Alors donc, effectivement, donc là, vous actez que c'est une trahison, une haute trahison, dites-vous. Et donc, ipso facto, vous êtes en train de dire que l'élection présidentielle s'est déroulée dans des conditions douteuses. C'est-à-dire que absence de transparence. Alors, et donc pas libre ni transparente. Alors, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui reconnaissent malgré tout la victoire officielle du pouvoir? Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là? Ceux-là qui reconnaissent la victoire officielle du pouvoir. 42 ans de pouvoir, comme nous le connaissons au Congo-Brazzaville, il n'a jamais dirigé, mais il commande, puisqu'il y a une dictature là-bas. Ces gens-là, ils se sont constitués le monopole de la raison. Combien même ils sont tous hors la loi, parce que une organisation mafieuse, elle est mafieuse, cette organisation. Donc, ils se sont organisés pour se mettre hors la loi. Donc, tout ce qu'ils font pour nous, c'est parce qu'en fait, ils sont dictateurs qu'ils sont là. Mais nous avons un levier à faire bouger. C'est-à-dire, nous avons la loi qui nous donne le droit de s'exprimer. Et à travers cette loi-là, nous évoluons, nous poussons les limites de la barbarie grâce à la loi. Parce que d'emblée, c'est dans ce domaine-là que nous avons tous le droit de s'exprimer. Mais malheureusement, ce qui se passe au Congo, c'est tout sauf acceptable. On ne peut pas accepter ces multiples forfaits qui nous enlèvent, nous tous, la dignité humaine. Parce qu'on cesse d'être humain si on corrobore
c'est-à-dire en dehors de la loi, à ce que Sassou Nguesso est en train de faire subir au peuple congolais. Ce n'est plus quelque chose à expliquer à d'aucuns, aux Congolais, parce que tous les Congolais lambda, ils connaissent ce que nous vivons. Donc, ce qu'eux, ils ont fabriqué, on ne peut pas parler des élections, on ne peut pas parler d'une organisation qui respecte les Congolais lorsque les Congolais eux-mêmes, ils ne portent pas de carte d'identité, par exemple. Et la pagaille qu'ils ont bien organisée, je dis bien une pagaille organisée à leur fin, va s'exprimer en son temps. Parce que ce qui se passe là, ne croyez pas que vous allez faire regresser un pays éternellement, ou encore vous allez tuer, vous allez désorganiser, ou encore ils vont continuer à détruire. Il y a des vidéos qui circulent sur la toile où le chef de gang, Sassou Nguesso, il parle ouvertement, il dit des choses, des mots forts. On a décidé de tout détruire. Eh bien, rien que cette déclaration-là met en porte-faute tout ce système. Donc, ils sont tous hors la loi. Alors, ils sont tous hors la loi. Ils sont tous hors la loi. Et donc, tout cela ne peut que pousser, n'est-ce pas, les populations, les partis d'opposition, les résistants, les opposants politiques à se mobiliser. Alors, c'est ce que l'opposition, c'est ce que beaucoup de Congolais, n'est-ce pas, de la diaspora, sont obligés, ont le devoir finalement de faire, se mobiliser pour justement combattre ce système qui n'arrête pas de broyer, n'est-ce pas, les pauvres populations, surtout la jeunesse congolaise. Alors, le 16 avril, on a dit, M. Denis Sassou Nguesso va donc prêter serment. Et ça va se passer au stade de Kintele. Le stade en question s'appelle le stade de la Concorde, certainement. Voilà, c'est ce que l'on dit. Ça s'appelle le stade de la Concorde. Alors, donc, le lieu n'est pas choisi par hasard. Mais, dites-moi, de la même manière que les opposants, de la même manière que la diaspora avait appelé le peuple congolais à ne pas participer à l'élection présidentielle, malgré tout, il y a quand même eu des Congolais qui ont été votés. Cette fois-ci, la diaspora réitère, n'est-ce pas, son propos, n'allez pas assister à la prestation de serment de M. Denis Sassou Nguesso. Bon. Mais nous savons que ce stade, dans ce stade, il y aura quand même des Congolais qui iront. Ils vont y aller parce que justement le pouvoir de Brazzaville a bien compris la démarche de la diaspora, a bien compris la démarche aussi de l'opposition, la vraie opposition, parce qu'il y a quand même une opposition à Brazzaville. Et cette opposition-là, c'est le peuple, c'est la jeunesse. Ils ont bien compris que si nous restons les bras croisés, personne ne viendra au stade. Et pour que les gens viennent, comme ils ont fait lors de l'élection, pour entraîner les gens à aller voter, ils ont distribué des billets d'argent. Et comme les gens sont dans la précarité, dans la famine, dans la souffrance, quand on vous tend un billet, certains ne supportent pas. Et ils prennent le billet et ils vont faire acte de civisme. Et là aussi, le 16 avril, ne vous étonnez pas. Donc je disais que le 16 avril, ne vous étonnez pas qu'il y ait des Congolais qui vont faire le déplacement pour aller assister à ce spectacle. Donc, la question que je vais vous poser par rapport à ça, ce type d'action peut-il réellement avoir un impact politique concret? N'y a-t-il pas là un risque que ce boycott reste symbolique, et seulement symbolique, et sans effet réel sur le pouvoir? Vous savez, ce qui étonne une seule fois. Vous voyez, au Congo de Sassou Nguesso, ils utilisent les mêmes méthodes. C'est une affaire des méthodes. Les Congolais, ils ont été affamés pour qu'ils
qui puisse aller au petit besoin. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes confiants et nous avons confiance en ce peuple-là. C'est une minorité, une petite minorité. Et encore, ceux qui vont, s'ils étaient sûrs d'eux, ils ne devaient pas distribuer les billets. Nous avons vu les candidats au Congo qui pouvaient, en l'occurrence, je peux citer à l'époque de Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, on n'avait pas besoin de voir ce spectacle-là. Mais je suis en train de nous dire aussi, ces manières, ces méthodes utilisées n'honorent pas la loi. Donc ça, nous avons déjà des images, de la même manière qu'ils ont bourré les urnes, c'est de la même manière qu'ils vont bourrer le stade. C'est-à-dire, ils vont forcer les gens à y aller. D'emblée, déjà là, je vois, on entend dire que même nos mamans, elles sont prises en otage pour aller, aller à cette farce-là. C'est-à-dire, ils forcent les choses et nous le savons. Vous savez, le monde, le Congo n'est pas un petit village à part du monde. Nous sommes dans le monde. Et il y a des gens qui regardent. Et surtout à l'ère de l'Internet, où dès que chaque événement est instantanément peut devenir mondial. Par un simple appui sur téléphone et voilà quoi. Donc nous, on ne peut pas... franchement, le 16, c'est encore un rester chez nous quoi. C'est pas un événement pour nous. Ils vont faire ce qu'ils vont faire, c'est vrai, parce que là, ils ont déjà fait arriver les gars de la RDC, un peu de partout de la Côte d'Ivoire et tout ça. Ils sont sortis de l'argent, mais pour rien que pour ça. Ces gens-là, ils savent que le peuple ne l'aime pas. Sassou Nguesso, il a fait son temps et il doit se reposer. Mais malheureusement, il ne va pas se reposer parce que il a trop fait du mal, ce monsieur-là. La loi va le rattraper. Et il le sait. Donc le bourrage des humains, hein, c'est pas d'aujourd'hui que ça va exister avec Sassou Nguesso. Très bien, donc vous avez bien compris comment fonctionne le système et donc il ne sera pas étonnant de voir que dans le stade il y aura des jeunes gens, des Congolais qui iront donc assister. C'est plus un spectacle qu'une investiture en fait, hein, qu'une prestation de serment. Parce que finalement, ce régime n'est pas porté par le peuple. Le peuple est coupé de ses dirigeants, coupé de M. Denis Sassou Nguesso, parce que c'est un groupe de personnes qui s'est accaparé, comment dirais-je, les biens de l'État, les finances de l'État, les recettes de l'État, les biens de l'État. Et les populations sont laissées à la traîne. Sinon, le contraire, sinon ça se saurait. Hein. Les salaires ne sont pas payés, vous l'avez dit, les retraités ne sont pas payés, ils n'ont pas leur pension, il y en a qui comptent aujourd'hui des arriérés de plus de 2 ans, les salariés des arriérés de plus de 80 mois, c'est impensable. Je ne sais pas s'il y a un autre pays en Afrique qui subit, qui connaît les mêmes choses, mais ça m'étonnerait. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays-là. Alors, expliquez que ce même personnage, expliquez qu'il se maintienne à la tête de ce pays depuis plus de 29 ans, ça relève comme d'un mystère. Parce que rien n'explique cela. Rien n'explique cela. Alors, est-ce que vous pensez que c'est le résultat d'un système solidement structuré ou alors simplement d'une faiblesse de l'opposition qui justifie que, il se pérennise au pouvoir? Les deux. Mais c'est surtout la dictature. Moi, je ne vois pas dans aucun pays du monde où on va continuer à écraser impunément les êtres humains comme la manière dont il est en train de se faire là au Congo. On prend nos jeunes, on abat comme des animaux et on laisse traîner le cadavre. On donne l'ordre, non, laissez, ne faites rien, et on vous intime même l'ordre de ne pas pleurer. C'est du jamais vu. Au-delà de là, on casse la maison, on détruit. Nous sommes dans la destruction de Sassou Nguesso.
Sassou Nguesso, c'est ça sa fabrique de marque, c'est ça que nous allons retenir de lui. Maintenant, oui, c'est un temps qui est comme ça, parce que il y a l'opposition qui est quasiment inexistante, qui est encore faible. Mais qu'à cela ne tienne, la condition pour que le mal triomphe, c'est que l'homme juste ne fasse rien. Et toute libération, c'est un processus. On ne peut pas comprendre si aujourd'hui l'opposition, avec tout ce que nous avons en main, à Brazzaville, ça ne bouge pas, c'est que l'opposition là ne s'oppose pas réellement. Parce que, croyez-moi, ce sont les mêmes mécanismes qui ont été utilisés dans tout pays où il y a de la dictature. C'est-à-dire les leaders. Il y a toujours un leader qui sort. Mais tous ceux qui sont là, moi j'ai compris, pour changer les choses, un leader doit prendre la parole et se tester dans la foule. Au Congo, ce n'est pas ce que nous voyons. Tous ceux qui parlent au nom du peuple, ils diminuent le volume et voilà, il n'y a pas d'action. Sassou Nguesso, pourquoi ils ont précipité le défunt Guy Brice Parfait Collé à la mort? Parce que lui, il parlait déjà et le peuple écoutait, l'entendait. On avait vu M. Bernard Collé-Lapère qui savait parler aux Congolais. Ben voilà, ça, actuellement, ce que nous voyons là, c'est pas encore ça. Dommage de le dire comme ça, c'est regrettable. Combien même nous sommes en train de souffrir avec ce peuple-là, mais nous devons changer donc les méthodes. Sassou Nguesso n'est pas aussi une exception dans la dictature. C'est parce qu'il est dans la dictature que le peuple est en train de lui démontrer qu'on ne l'aime pas, le peuple là. Sassou Nguesso ne peut pas se faire des bains de foule en étant au Congo. Ça serait vraiment un miracle. On ne peut pas affamer un peuple et puis proclamer la paix. Puisqu'il a échoué pour la énième fois. Ce monsieur-là n'arrive pas à installer la paix au Congo. Oui, alors donc quand vous dites ça, alors là nous avons parlé de l'opposition, nous avons parlé de la société civile, nous avons parlé de la diaspora, mais il y a, comment dirais-je, un corps dont on n'a pas parlé, c'est l'armée. L'armée dans tout cela, qui aurait pu protéger la population, le peuple. L'armée dans tout cela est la grande muette. Alors là, elle mérite vraiment son nom, la grande muette. Et cette même armée accepte finalement de se faire prendre sa place par une milice qui exécute les ordres du tyran. Et l'armée ne dit rien. On assassine, comme vous avez dit, des jeunes gens, sans passer par les voies juridiques, sans passer par les tribunaux, sans attendre les sanctions, comment dirais-je, décidées dans les tribunaux. Ils tuent, on ne sait pas pour quel objectif, et l'armée, elle est absente. Pourtant, quand vous sillonnez les rues de Brazzaville, vous entendez parler des colonels, lieutenants-colonels, généraux. Mais ces généraux-là sont où? Que pensez-vous de la place de l'armée? Que pensez-vous de cette armée qui finalement a abandonné le peuple? Moi, je dirais que si vous avez un message à adresser à cette armée. L'armée est coupable parce qu'il est foireux de sa mission. Le rôle de l'armée et de la police est de protéger les citoyens. Mais là, depuis un moment, c'est pas d'aujourd'hui que ça dure, depuis toujours. Déjà, l'armée d'abord, est-ce qu'elle existe au Congo? C'est ça la vraie question que nous devons nous poser. Alors je vous la pose. Est-ce que l'armée existe au Congo? Je te répondrai que non. Ouais. Parce que dans un pays savamment constitué, l'armée, quand il joue un rôle, son rôle est d'abord de sécuriser. Mais qu'est-ce qu'on constate au Congo? Un petit groupuscule, un petit groupe, la DGSP là, un groupe criminel que Sassou Nguesso a mis en place, qui vient empiéter
sur le terrain de l'armée, mais c'est du jamais vu. Même ces gens qui ont prêté serment, qui sont maintenant des retraités, et qui sont restés chez eux sans rien faire. Mais c'est grave ce qui se passe au Congo, un peuple abandonné à lui-même. Voilà pourquoi moi je ne crois à d'aucun système là-bas. Ça va se jouer entre le peuple congolais et cette petite organisation criminelle de Sassou Nguesso. Alors, ça va se jouer entre le peuple congolais et vous dites l'organisation criminelle de Sassou Nguesso, la DGC là. Voilà. Alors la DGSP. Exactement. Et donc mais le peuple congolais en question, quand j'observe, quand on regarde un peu ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte que ce peuple, il a comme abandonné. Il a quand même, voilà, il s'est dit bon, finalement. Je n'ai plus vers qui me retourner, il ne me reste plus que Dieu. Et donc, aujourd'hui, il y a un pléthore de sectes, de groupements religieux. Les gens se retrouvent dans les quartiers pour chanter les louanges de Dieu, pour implorer Dieu, pour que Dieu leur envoie l'Esprit Saint, que Dieu leur envoie, que Dieu vienne les sauver. Nous qui sommes loin du pays, quand nous avons des contacts avec les parents qui sont restés au pays, eh ben, lorsque tu dis alors comment est-ce que vous allez bien, la réponse qu'ils vous donnent, ah, grâce à Dieu. Donc, ils ont comme perdu tout espoir. Et il ne leur reste plus que finalement cette corde qui les relie à Dieu. Et donc, du coup, eh bien, nous voyons dans ce pays-là, dans ce pays, pas forcément seulement dans notre pays Congo-Brazzaville, même en face, en RDC, ben, il y a une pléthore de sectes, de religions, je ne sais pas quoi, comment faut-il les appeler, et qui enfonce encore le peuple, qui anesthésie encore le peuple. Et c'est ce qui se passe au Congo. Oui. Et Sassou a compris ça. Sassou a compris Nous, ça. c'est ce que nous appelons malheureusement le désordre organisé. Voilà, effectivement, c'est un désordre. Un grand désordre organisé. Vous dites bien le mot parce que ça ne peut qu'être organisé. Et Sassou l'a bien compris. Comme il a fait même basse sur toutes les institutions de l'État, et il y a une sphère qui restait encore en feu. Et il fallait éteindre ce feu-là, c'est l'Église. Et on le voit financer, depuis quelques années, n'est-ce pas, faire des dons, il construit des immeubles qu'il donne, il fait don à l'Église, il construit même des églises, la cathédrale, on dit que c'est sa fille qui a construit, je ne sais pas si c'est à Oyo, tout cela, c'est avec l'argent de l'État. Et ce ne sont même pas des subventions, parce que c'est pas réglementé. Donc il fait ce qu'il veut, et depuis un petit moment, il parle, enfin, il prononce le nom de Dieu. C'est quand même curieux, pour quelqu'un qui n'a rien à foutre avec Dieu. Et malheureusement, on voit des chefs religieux qui le ménagent, qui le caressent un peu dans le sens du poil. Alors qu'un homme de Dieu, eh ben, s'il n'est que rattaché à Dieu, la notion de peur n'existe pas. Moi, je peux comprendre que les opposants, qu'on a fait taire au pays, qu'ils aient peur. Mais c'est difficile d'admettre qu'un homme de Dieu, celui qui a fait allégeance à Dieu, qui a dit, moi, c'est Dieu, qu'il ait peur au point même de protéger le tyran, parce que l'Église aujourd'hui participe à la protection du tyran, participe à la promotion du tyran. Oh, il n'est pas rare de le voir dans une église, pour un baptême ou pour un mariage et tout. Il le fait maintenant. C'est parce qu'il sait qu'il est vraiment en danger. Et qu'il compte aussi, parce que, vous savez, l'église peut être le lieu. Aujourd'hui, l'arme qu'utilise la diaspora, et même les opposants qui sont au pays, ce sont les réseaux sociaux. Mais l'église, c'est une force. Vous imaginez, à la place de la liturgie, comme on appelle de l'homélie, le prêtre demandait aux populations de ne pas aller voter. Je vous dis, si l'église était de concert avec l'opposition et la diaspora, personne ne serait parti. Si l'ordre était donné aussi au sein de l'église. C'est sur ce que nous allons travailler, parce que les moments qui arrivent,
seront profitables pour le peuple, parce que le peuple congolais a tout suivi, il a tout vu. Et l'Église, moi je dirais à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Je ne saurais pas vous dire qui est dans le vrai, qui est dans le faux, mais ma foi me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se travailler. Même dans l'Église, étant des conscients, des humains, comme toi et moi, connaissant la voracité et la brutalité de ce système-là, il y a un petit retard dans des réactions. Ça, j'entends le comprendre. Ça ne veut pas dire que j'encourage la position de l'Église, attention. Ouais. Mais moi, je sais qu'il y a le travail qui est dans l'Église même, qui est en train de se faire. Et maintenant, le temps est le socle de la raison, de la réussite même. Je dirais que ce que nous avons là, il nous reste une décision à accompagner. Et ce n'est pas dans des petites obédiences, des petits partis corrompus qui sont au Congo, pas non plus chez les leaders politiques, mais ça va se jouer entre le peuple. Comme l'avait bien dit l'ex-président Pascal Lissouba, le professeur, c'est le peuple congolais se livrera de lui-même. Nous allons expérimenter réellement ce moment-là. D'accord. Alors, le peuple congolais va se libérer de lui-même, et quand nous disons ça, eh bien, l'Église fait partie du peuple congolais, enfin, le continent. Donc, les hommes d'Église, les hommes de Dieu font partie du peuple. Pourquoi il est important de les citer, mais pas de les citer à couvert? Il faut les citer à découvert. Voilà, on peut être chrétien, mais il ne faut pas hésiter de dénoncer les mauvaises pratiques au sein de l'Église. Quand je pose la question ou quand je cite l'Église, c'est parce que je sais aussi qu'au sein de l'Église, certains dirigeants de l'Église sont sous pression. C'est-à-dire que le tyran, ce qu'il a fait dans les partis politiques, infiltrer les partis, les détruire, l'Église aussi est infiltrée. Vous avez des prêtres qui jouent le rôle d'indique oui. Pour le. Donc même quand ils sont dans leur réunion là, si tu prononces des paroles contre le système, ben le système, la minute qui suit, est au courant. Donc c'est pour dire que nous avons des exemples. Desmond Tutu en Afrique du Sud, oui. C'était un religieux. Tout à fait. Mais il a mené le combat, mais ouvertement. Ouvertement. Je nous allons y arriver. Mais Barthélemy, notre cardinal, le cardinal a fait la prison. Le cardinal, à un moment donné, on l'a pris pour un opposant. Mais il a fait des choses ouvertement. Voyez-vous, jusqu'à donner sa vie. On va c'est pas peut-être... Pas seulement, j'ai parlé de Desmond Tutu, mais il y en a bien d'autres. Tu sais, quand les Valécha avait lancé son mouvement là, avec les ouvriers et tout, le pape Jean-Paul II, c'est là qu'il est sorti. Il a soutenu ce mouvement et ce mouvement a triomphé. Aux États-Unis, vous avez les Martin Luther King qui pasteurs, mais ils se sont battus. Et il faudrait que nous ayons ce genre d'ecclésiastes, de prêtres nous allons arriver dans notre pays. À ce niveau parce que, il faut qu'on y arrive. Vu la gravité de la situation au Congo-Brazzaville, autrement c'est pas possible. Autrement c'est pas possible. C'est une affaire de tous les Congolais. Exactement. Donc la partie civile doit prendre les choses en main. Alors, donc, puisque nous disons ça, nous avons parlé des oppositions et tout ça. Alors, essayons un peu de nous concentrer, là, un instant, sur le rôle de la diaspora. À votre avis, parce que le combat là, les idées que nous avons toutes, alors attends juste un instant. Donc je disais que on va essayer un peu de revenir, de mettre les pieds sur terre, sur la terre parisienne. Donc on revient en France et essayons de voir un peu là. Nous avons tous des bonnes idées. Les résistants, les opposants, les Congolais de la diaspora développent des idées, émettent des idées qui sont bonnes pour certaines et d'autres sont discutables. Mais c'est bien d'émettre des idées. Maintenant, ces idées-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quand on émet des idées, ensuite, il faut quand même aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que
il faut transformer ces idées en projets exécutables. Et non, parce qu'on peut mettre en place des projets, des jolis projets sur papier, mais quand vous n'avez pas les moyens pour les mettre à exécution, ce sont des projets finalement mort-nés. Donc, le travail qui va consister, n'est-ce pas, à influencer le pouvoir de Brazzaville, c'est ce que les uns et les autres ici appellent installer un rapport de force. Effectivement, il faut un rapport de force. Si ce monsieur persiste, si ce monsieur plutôt arrive à régner aussi longtemps, c'est simplement parce que il a étouffé les garde-fous, donc les partis, enfin comment dirais-je, les partis d'opposition, la société civile, il les a étouffés. Et voilà, si c'était des serpents, en fait, il a retiré leur venin, et donc du coup, il peut s'amuser avec eux. Et c'est ça qui se fait. Donc maintenant, il faudrait que les politiciens de l'opposition qui sont à Brazzaville et même la diaspora se mettent en cohésion. Et donc, il faut construire cette relation-là qui n'existe pratiquement plus. Ça existait à un moment donné, ce qui avait donné donc de la force aux oppositions en 2016. Hein, en 2016, on était à la porte de la victoire. La diaspora ici, il ne se passait pas une semaine sans que la place de la République n'enregistre la présence des Congolais de la diaspora. Il y avait des mouvements, il y avait des réunions, il y avait plein de trucs. Ça ne se passait pas seulement à Paris. Et les Parisiens partaient en province, etc. Donc ça bougeait. Aujourd'hui, ou les 5 années dernières, ça n'a vraiment pas bougé. Et il n'y a rien eu entre la diaspora et les partis politiques de l'opposition à Brazzaville. Bien au contraire. À Brazzaville, ils se sont tiraillés entre eux. On a vu ici une coalition, une autre coalition là-bas, une coalition avec Mirassa, une coalition avec Ndion, un coup les Ndion et Mirassa ensemble, un coup vous apprenez qu'ils ne sont plus ensemble et tout ça. Et chaque fois, ils se mettent ensemble, ils se séparent, on ne vous dit jamais les raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Et avec ça, demain, après-demain, vous allez encore entendre qu'ils se sont mis encore ensemble. Alors que le contentieux, qui avait fait qu'ils se séparent la dernière fois, n'a jamais été, c'est pas connu et puis n'a jamais été réglé. Donc, on ne peut pas travailler comme ça pour arriver à ses fins. Et ça nécessite vraiment un travail de fourmi pour essayer de recoudre le tissu qui a été déchiré. Et ça, au niveau de la diaspora, il faut qu'il y ait un travail. Déjà, la diaspora doit d'abord travailler sur lui-même avant de regarder l'opposition de Brazzaville. Nous disons qu'ils sont dispersés. S'ils sont dispersés, il faut reconnaître que aussi en France, la diaspora est dispersée, elle est fragmentée. Et c'est c'est l'une des raisons qui a permis aussi à Sassou Nguesso de passer même en trichant. Ça, c'est une faiblesse, parce que on ne peut pas se mettre à critiquer sans se regarder soi-même. J'ai constaté que au niveau de l'opposition, il y a un travail qui manque, c'est l'autocritique. Ce que les Diawara avaient su faire. Les Diawara l'ont fait, ils ont pondu un document, l'autocritique, je sais pas, le beau mutri là. Hein, ils ont pondu un document où ils expliquent. Et voilà, donc là-dedans, leurs forces et les failles, les faiblesses, ils en parlent. Donc il faut toujours un bilan. Et ça, nous n'avons pas l'habitude de travailler de cette manière-là, mais ça, il faut le faire. Au niveau de... Ça, c'est le travail que les leaders politiques doivent faire au niveau de Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, à Brazza, vous avez une nouvelle génération qui arrive en politique. Donc la génération des Manfoula, de Gavé, ils sont nombreux là. Mais vous avez aussi, de l'autre côté, les anciens qui perdurent, qui persistent encore, qui sont là. Les Mirassa, les Dion, et puis d'autres qui, connus ou pas connus, qui sont là. Mais ces générations doivent se retrouver, doivent se parler, doivent se comprendre, parce qu'il s'agit là de politique. C'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on mérite d'aller de se mettre au sommet. C'est pas parce qu'on est plus vieux que ça justifie que vous devez être forcément au sommet. Non, il faut travailler ensemble, et c'est là que se dégage un leadership. Et le leadership, le leader qui va se dégager, ben celui-là, il faut se mettre autour de lui et travailler. Au niveau de la diaspora, c'est pareil. Nous avons passé trop de temps à nous chamailler.
à nous taper dedans les uns sur les autres. Alors que la cible était devant nous à Brazzaville, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Donc il faut remettre les choses à leur place et dans leur contexte. Alors, donc pour revenir à la diaspora, comment, à votre avis, la diaspora peut-elle se donner les moyens pour influencer le réel sur le terrain politique national? Comment la diaspora peut-elle procéder, d'abord ici en France, pour redynamiser la diaspora politique et intéresser les autres diasporas, les autres membres de la diaspora qui ne sont pas des politiques, à s'intéresser justement au combat politique? Parce qu'il y a ça, hein, dans cette diaspora congolaise, il y a une diaspora politique, il y a une diaspora économique, il y a une diaspora estudiantine, enfin académique et tout ça. Maintenant, vous avez la diaspora militante qui se bat. Et qui devient de plus en plus petit, tu vois, parce que les uns se sont découragés, ils sont partis et tout ça. Il reste encore un socle. Et ce socle-là, il faut le ventiler, il faut que ça brûle. Et il faut intéresser aussi ceux de la diaspora économique, parce que ceux-là, même s'ils ne veulent pas faire de la politique, mais il y a plusieurs façons de faire de la politique, ils peuvent financer la politique, ainsi de suite. Comment, vous, en tant que membre de la diaspora politique, comment est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que tu as une certaine idée là-dessus, une proposition? Tout à fait. Une piste. Bon, moi, je suis conscient d'une chose, c'est parce que je suis sur le terrain que je peux m'exprimer à propos de la diaspora. La diaspora, malheureusement, n'est pas une structure. Donc la diaspora est plurielle. D'où la difficulté de pouvoir dégager quelque chose de très fort parce que ce n'est pas une structure comme en tant que telle. Mais qu'à cela ne tienne, heureusement qu'il y a plusieurs... en fait, dans la lutte, moi j'ai compris une chose, ce n'est pas tout le monde qui libère tout un peuple. Par expérience, je suis en train de dire, il faut sélectionner les gens qui dégagent quelque chose. Et ce n'est que quand vous avez, après avoir travaillé, et très bien travaillé, le leadership, ça se décrète. Ça ne s'impose pas. Comme dit Lada, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, au fur et à mesure que nous allons évoluer, il y aura tout naturellement, le leader va s'installer. La difficulté dans la diaspora, c'est que nous sommes aussi dans la réalité d'infiltration comme ce qu'ils ont fait au Congo. Donc on était dynamité. C'est ce qui explique d'ailleurs ce petit ralentissement que nous observons. Mais qu'à cela ne tienne, puisque nous souffrons tous, hein, ceux qui sont au Congo, comme nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes dans le même bateau. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est normal que les Congolais, dignes de ce nom, qui portent la fibre de la lutte, puissent se mettre ensemble et continuer à faire... Parce que si on s'arrête, Sassou Nguesso ne va jamais s'arrêter à nous tuer. C'est une question de vie ou de mort. Sassou Nguesso a ouvertement déclaré qu'ils ont décidé de détruire. Et quand ils disent « ils ont décidé de détruire », c'est toi et moi qui vont détruire. Ce n'est pas les étrangers, ce sont les Congolais. Et ils sont en plein dedans. Je n'ai plus un schéma à faire à personne lorsque nous voyons au Congo nos enfants assassinés sauvagement. Parce que ils ont réclamé, ou encore parce que ils ont commis une bêtise. Mais le rôle d'un gouvernement, c'est de maîtriser. Et maîtriser, ce n'est pas donner la mort comme ça. Ce que nous sommes en train de vivre au Congo, c'est tout sauf acceptable. Donc, pour revenir à la diaspora, oui, de la diaspora naîtra une lumière et de la diaspora viendra une libération. Le peuple congolais doit faire confiance à la diaspora. Pour l'instant,
ça se passe toujours comme ça. Là où il y a la difficulté, il y a des tentatives parfois qui échouent, mais au finish qui vont toujours réussir. Dans l'insistance, si on insiste avec des bonnes personnes, avec une bonne idée, comme celui que nous avons mis dans l'esprit de tous les Congolais, qui doit être soutenu, c'est-à-dire Sassou Nguesso doit partir du pouvoir. Et c'est le peuple congolais qui doit le faire partir. Il ne comptez plus sur les X lambda, les structures politiques qui sont là. Avoir quelqu'un en face, l'écouter, qu'est-ce qu'il dit, et connaître la personne. Parce que ce n'est pas malheureusement les bons diseurs qui sont les bons faiseurs. On peut dire des choses et faire le contraire. C'est ce que Sassou Nguesso est en train de nous faire. Mais voyez les actes posés. Et regardez surtout la franchise, le leadership. Ne vous attardez pas sur qui est leader, qui n'est pas leader. Écoutez ce que nous disons. Comme ce que, par exemple, nous avons lancé comme message le 16 mars, là. Le 16, pardon, avril. N'allez pas au stade de Kinkele parce que là-bas, c'est là-bas où ils vont encore se moquer de nous. Parce que nous savons très bien que Sassou Nguesso, il ne va jamais, jamais avoir la confiance du Congolais. Bien au contraire. Et il le sait. Voilà pourquoi, après avoir affamé les gens, après avoir retiré les salaires des Congolais, il vient vous donner en injuriant 5 000, 2 000, 10 000 même. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous. C'est pas ce que le peuple congolais veut. Et donc, chers compatriotes, peuple congolais, nous allons encore boycotter. On ne va pas aller là-bas. Par contre, je veux profiter ici pour lancer un message par rapport à nos enfants, les parents qui ont perdu les enfants, qui ont été assassinés par cette structure criminelle de Sassou Nguesso, la DGSP. Constituez-vous en une association et faites réclamer les droits. De toute façon, on n'attend plus rien d'eux. Donc la peur ne doit plus vous habiter. Quand on vous a tué un enfant, ce qui vous reste, c'est de vous battre. Battez-vous et mettez-vous ensemble. Ne revendiquez pas en singulier. Il faut que vous soyez un groupe, un noyau, et qui va se mettre en liaison avec la diaspora pour appuyer ces demandes-là. Mais la vraie demande, l'exigence, c'est de faire partir Sassou Nguesso et tous ces soutiens-là. Alors, Monsieur Eli Moussampa, dites-moi, Sassou Nguesso va prêter serment. Donc il a encore là droit à un quinquennat d'exercice du pouvoir. Entre-temps, l'opposition politique, la diaspora, toutes confondues, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez tout espoir que l'opposition en interne et que la diaspora à l'extérieur, est-ce que vous pensez que ces deux entités vont réussir, n'est-ce pas, à se réconcilier entre eux et à se mobiliser pour former ou pour construire un rapport de force efficace qui permettra justement d'arrêter la course de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir? C'est dans le domaine de la politique, parce que ce n'est pas un jeu où statique 1 + 1 = 2, qu'on a plus besoin de l'espoir. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je ne peux pas perdre espoir quand je sais que nous posons des actes. Aujourd'hui, ces actes-là sont encore petits, mais quand même, il y a des choses qui sont faites dans le sens où nous devons nous retrouver pour pousser dehors ce dictateur. Parce qu'on n'a pas le choix que de réussir ce combat. Et dans le combat, pour réussir, on appelle d'abord à la détermination et à l'espoir. Donc pour moi, oui, justement, nous rêvons un jour où la diaspora et le peuple congolais, ils sont en fusion, en train de traiter le départ de Sassou Nguesso. Ce jour-là va arriver.
parce que nous allons l'acter, nous travaillons dans ce sens-là. Point n'est besoin de reculer. On ne recule pas parce que le peuple congolais compte justement sur nous. Alors, le peuple congolais compte sur vous. Très bien. Mais le Congo n'est pas une planète isolée quelque part entre le ciel et la terre. Le Congo n'est pas une planète, mais un pays. Un pays qui n'est pas seul, qui est entouré d'autres pays. Alors,